Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast Regard croisé des leaders en action autour du baromètre Entreprises du futur et Implead. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les résultats du baromètre de fin 2025, un baromètre autour des PME et des ETI, avec notamment une étude que l'on a menée avec notre cofondateur Implead et qui dresse un panorama qui doit nous éclairer sur le moral des entreprises et des entrepreneurs, sur leur stratégie, sur leurs grandes priorités, notamment à la veille de l'année 2026 qui arrive à grands pas. Et pour ça, et notamment depuis la rentrée de septembre 2025, on voit dans les PME et les ETI qu'il y a de plus en plus de réflexions autour de la gouvernance, des enjeux de transmission et de succession et de l'international. Donc on va parcourir ces trois grandes thématiques aujourd'hui dans ce podcast et j'ai la chance d'être entouré de trois invités exceptionnels qui incarnent le leadership à la française, j'aime bien le dire comme ça, avec tout d'abord à mes côtés Jean-Loup Roger, qui est le CEO d'Implead. Implead, c'est un acteur majeur du conseil pluridisciplinaire. C'est plus de 900 collaborateurs qui accompagnent les entreprises dans les enjeux juridiques, financiers, RH et stratégiques. Jean-Loup, toi, tu es un observateur privilégié de la transformation des entreprises françaises. Tu es aussi un peu un artisan de la gouvernance moderne, et j'aime bien ce terme de gouvernance moderne. Tu es au cœur des réflexions, de beaucoup de réflexions de dirigeants, et notamment autour de leurs décisions stratégiques, de la manière dont ils s'entourent et de comment ils préparent l'avenir. Nous avons aussi avec nous Laurent Fiard, le CEO de Visiative, une très belle ETI française, devenue en 40 ans une référence dans la transformation numérique des PME et des ETI. Visiative, c'est aujourd'hui un peu plus de 1400 collaborateurs avec une présence dans 15 pays. Vous aidez les entreprises à accélérer leur innovation, à se digitaliser et à libérer leur potentiel. Laurent, tu es un dirigeant entrepreneur passionné, profondément ancré dans l'écosystème industriel et numérique français, mais aussi tourné vers l'international et de plus en plus on va y revenir. Et tu portes cette conviction que la transformation passe avant tout par le collectif, par de la gouvernance partagée et puis on le sait, tu es un défenseur des PME et des ETI, ce fameux maillon fort entre les grands groupes et les startups. Notre dernier invité, Pascal Nadomny, ZF Materials. Merci aussi Pascal d'être avec nous, l'une des ETI industrielles françaises particulièrement inspirantes, avec plus de 800 collaborateurs aujourd'hui sur 7 sites industriels dans le monde. C'est une entreprise lyonnaise qui est devenue internationale, spécialisée dans les matériaux haute performance et dans la chimie de spécialité, avec des implantations sur les 3 continents. Tu incarnes, toi, à merveille, la réussite industrielle française à visage humain, celle d'un dirigeant qui a su conjuguer croissance, transmission et impact durable. Sous ta direction avec ADEM Materials, tu as su mener beaucoup d'opérations de croissance externe tout en sachant garder ton âme d'entrepreneur et l'âme entrepreneuriale de l'entreprise, une performance rare dans le monde aussi industriel. Et ce qui frappe ton parcours, c'est une vision de long terme, cette volonté de bâtir des ponts entre les générations et entre les cultures. Merci énormément à tous les trois d'être avec nous pour ce premier podcast Entreprise du futur et Implead. Alors, on va rentrer dans les chiffres, mais avant, j'aimerais vous poser une question. Si votre entreprise, aujourd'hui, était un personnage, ce serait qui? Jean-Loup, dis-moi. Moi, je prends un animal, de façon pas trop formalisée, voilà, sur quelqu'un. Je prendrais le singe, parce que le singe, il est malin, il est agile et il prend soin de sa communauté. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est des éléments qui sont importants dans le contexte actuel. Pascal, si c'était une personne, qui ce serait? Alors, on n'a pas réfléchi à cette question parce que je pensais que c'était la suivante. Et donc, j'avais choisi explorateur, mais on y reviendra. Donc, dans une logique, C'est un explorateur aujourd'hui si on devait choisir une personne, ça serait un explorateur? oui, parce que je pense que c'est repousser les limites, c'est la curiosité. Bon, on va voir qu'Aleph s'est fait aussi sur le développement international. C'est aller plus loin, c'est aller plus fort, c'est sortir de ses zones de confort. Mais ça serait en tout cas, je dirais, si c'était une personne, ça serait plutôt une équipe de sport qui aille chercher des défis et qui sache célébrer les victoires collectives. Voilà. Parce que le plus important, c'est pas de gagner, c'est de pouvoir lever un verre avec les gens avec qui on a partagé cette victoire-là. Laurent, on a un singe, un explorateur de ton côté. Bah, moi, je voulais dire une équipe, donc justement répondre à côté de la question, puisqu'effectivement, bon, pour moi, la réussite est souvent très collective
Et d'ailleurs, quand on s'appelle Visiative, vision collaborative, c'est cette dynamique d'équipe et à la fois dans les succès. Alors, je préfère les succès que les défaites, mais pour le coup, on apprend à chaque défaite aussi. Donc, oui, une équipe est plutôt explorateur. Explorateur. Et Laurent, il aime bien inventer des mots. Vous le verrez tout au long de ce podcast. Merci à vous. Alors, on va confronter les chiffres du baromètre à vos expériences terrain, à vos intuitions, à vos convictions. Un baromètre, pour rappeler quelques chiffres, c'est une centaine de dirigeants, un peu plus d'une centaine de dirigeants qui ont répondu fin octobre de cette année, 55% de PME, 34% de TI, 51% sont issus de l'industrie, donc une entreprise sur deux qui a répondu aux chiffres que vous allez découvrir sont des industriels. Et ça doit nous permettre d'avoir une première image assez fidèle de l'économie française aujourd'hui. Mais derrière toutes ces statistiques, il y a des hommes, il y a des équipes, il y a des histoires d'entreprises qui s'écrivent chaque jour. Et donc, si on démarre sur le premier indicateur, la première thématique, c'est celle de la gouvernance. C'est au sein de l'entreprise du futur un sujet qui revient de plus en plus. On a même entrepris avec Impleed, notre cofondateur, de faire beaucoup d'actions sur ces sujets-là. Je vais vous partager un petit peu les résultats de l'enquête, Laurent, Pascal et Jean-Loup, et je vais vous proposer qu'on y revienne. Aujourd'hui, sur la gouvernance, les PME et les ETI privilégient clairement des gouvernances plutôt stratégiques. 91% d'entre elles disposent d'un CODIR, 41% d'un COMEX. Tout de suite, elles veulent structurer des gouvernances plutôt opérationnelles, COMOP, COPIL. Mais aujourd'hui, c'est moins de 30% qui organisent une gouvernance de conseil, type conseil d'administration, conseil de surveillance, advisory board ou autres outils de gouvernance autour du conseil et du dirigeant. Les 4 critères clés qui remontent dans le baromètre pour mettre en place une gouvernance efficace selon le panel, c'est tout d'abord une clarté de la stratégie et des objectifs. C'est une des compétences importantes et un des critères importants. Le deuxième critère, c'est la prise en compte des parties prenantes, suivi de l'efficacité des décisions et de l'anticipation et de la gestion des risques. Donc on sent aussi une volonté d'avoir une gouvernance qui s'est liée un peu vision stratégique, agilité opérationnelle. Et puis, on a posé la question, puisque le sujet aussi de la gouvernance de conseil, d'advisory board remontait pas mal au sein de l'entreprise du futur. Donc, on s'est dit, demandons à notre panel quelles sont les 3 compétences qu'attendent les dirigeants aujourd'hui PME et d'ETI si on leur parle d'advisory board ou d'organes de gouvernance autour d'eux. Et vraiment de loin, c'est la stratégie avec 90%, c'est la compétence qu'ils attendent en priorité, suivi tout de suite derrière de la croissance externe et ensuite du financement. Si on regarde ces résultats par rapport à votre analyse, vous avez bien sûr en amont de ce podcast pris le temps d'avoir accès aux statistiques. Jean-Loup, j'aimerais démarrer avec toi. On a beaucoup d'actions ensemble, notamment au sujet des gouvernances. Je sais que c'est un sujet qui te passionne particulièrement, qui est particulièrement impliqué sur ces enjeux. Comment la gouvernance aujourd'hui, elle est véritablement devenue un moteur de la transformation et au final, en 2025, c'est quoi une gouvernance mature ? Je ne sais pas si on peut dire exactement ce qu'est une gouvernance mature. Il faut faire très attention, je pense, dans ce sujet, d'être un peu sachant et assez doctrinal, puisqu'en fait, une gouvernance, c'est un peu un courroie de transmission entre les objectifs qu'a l'entreprise et puis la performance qu'elle attend de ces objectifs. Et je crois que souvent, ce que l'on voit, c'est qu'on a besoin d'être un peu explorateur, comme vous le disiez, puisqu'en fait, l'idée d'un advisory board, c'est d'aller voir aussi un petit peu plus loin et d'apporter de la compétence supplémentaire. Mais souvent, ce qu'on oublie dans une gouvernance, je trouve, c'est qu'on oublie qu'elle est le lien entre toutes ces parties prenantes et que les parties prenantes, il y a des parties prenantes internes, endogènes à l'entreprise, et puis il y a des parties prenantes exogènes qui sont externes à l'entreprise. Et on a trop tendance à avoir les objectifs de l'entreprise et le fonctionnement de l'entreprise et à cocher des cases, un conseil d'administration, un comité de direction, voire un COMOP. Et on oublie un petit peu de dire mais comment toutes les parties prenantes, qui ne sont pas qu'internes à l'entreprise, finalement ont une action. Donc, il y a forcément son territoire. Donc, quand on est industriel, forcément, on a un territoire qui peut être un territoire qui va à l'international. On a également tous les objectifs qui peuvent être de ce territoire. Parfois, on a des territoires qui favorisent la démarche dans laquelle nous sommes. Parfois, on a des territoires qui le favorisent moins. Et puis, il y a tout ce sentiment d'impression géopolitique qui joue beaucoup aussi sur la dynamique de la gouvernance. Donc la gouvernance, j'allais dire, une fois qu'on a bien imaginé l'extérieur, l'exogène et l'endogène, c'est de se dire que l'endogène, c'est pas forcément qu'un comité de direction.
souvent, la gouvernance, on voit un président, un PDG, un président de directoire, et on oublie de se dire que finalement, dans une entreprise, il y a une partie prenante qui est importante, qui est le propriétaire d'entreprise, celui qui met les moyens pour que l'entreprise fonctionne, donc un actionnariat. Et que ce actionnariat, il faut en tenir compte. Alors souvent, dans nos PME ETI, l'actionnariat, il est relativement réduit puisqu'on est très souvent dans une famille un peu élargie. Hein, et si jamais il est ouvert à des fonds d'investissement ou à la bourse, on voit que la famille, j'allais dire créatrice, c'est souvent là de manière un petit peu importante. Mais elle a des objectifs qui doivent imprimer sur le fonctionnement de l'entreprise. Donc il ne faut pas que ce soit à l'envers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'objectif des actionnaires mise au fonctionnement de l'entreprise. Mais il ne faut pas non plus que l'objectif de l'entreprise mise au fonctionnement de... C'est un peu l'équilibre. Voilà, c'est un équilibre. Donc, c'est un alignement. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, une gouvernance, c'est un peu comme une chaîne de vélo. Hein. Donc, il y a besoin d'aligner les choses entre la roue et puis la force de transmission. Donc, c'est une force de transmission avec cet alignement. Alignement entre toutes les parties prenantes, hein, qui sont à la fois externes et internes. Et dans l'interne, on a la famille. On en parle parfois de conseil de famille. On a les actionnaires, on a le comité au conseil d'administration, au conseil de surveillance qui donne un petit peu le tempo de la stratégie, qui ne s'appelle pas forcément comme ça, mais qui doit donner le tempo de la stratégie. Et après, il y a l'exécution. Et moi, je crois que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que l'importance de cette gouvernance, c'est que l'exécution soit performante. Les stratégies, elles sont nécessaires, elles sont importantes, mais c'est pas elles qui font le résultat à la fin. Le résultat, c'est l'exécution, donc c'est la performance d'exécution, et les gouvernances doivent être tournées vers la performance d'exécution. Donc finalement, doivent aligner toutes les parties prenantes qui font que cette exécution pourra se faire. Mais du coup, aujourd'hui, dans les PME ETI, quand on parle de gouvernance mature, il y a pas une gouvernance pour toutes les PME ETI. Chaque PME ETI doit peut-être, alors je sais pas, vous avez peut-être travaillé vous sur des process, sur une manière de structurer sa propre maturité de gouvernance en fait, par rapport à son cap, sa taille, son ambition. Oui, il ne s'agit pas que j'ai des cases. Par exemple, un fondateur qui est tout seul, qui est actionnaire de son entreprise, qui a 40 ans, est-ce qu'il a besoin aujourd'hui de mettre un conseil de famille, de dire mon actionnariat, comment elle va évoluer, s'il a assez de moyens pour fonctionner, que ses capitaux propres tiennent, etc. En revanche, un fondateur qui arrive à l'âge avance, il a besoin de transmettre, et donc la transmission, c'est pas une transmission fiscale, c'est une transmission économique, c'est une transmission de gouvernance, et puis celle d'exécution. Et donc c'est à la fois, il faut qu'il transmette son rôle d'actionnaire. Un actionnaire, ça se forme. Hein. On n'est pas actionnaire, hein. Comme on n'est pas président, comme on n'est pas membre d'un conseil d'administration. Il y a des apprentissages à faire. Donc lui, il va cocher des cases qui sont différentes. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est compliqué dans la gouvernance, c'est que tout le monde pense que le schéma imposé, enfin tout le monde, beaucoup d'entre nous pensons que le schéma imposé, c'est cocher un conseil d'administration, un board, un comité de direction, un commode, etc. Voilà. Alors que le schéma imposé, si je peux me permettre, ce serait plutôt de cocher, de dire quelles sont mes attentes internes, quelles sont les attentes de l'environnement dans lequel je suis et comment j'arrive à matcher l'objectif, donc la stratégie de l'entreprise, au service de l'exécution et dans la performance opérationnelle. Parce que c'est bien ça derrière, c'est qu'on attend de la performance. On n'atteint pas forcément des choses qui sont suspendues et qui cochent bien toutes les cases, mais qui finalement n'apportent pas la performance attendue. Avant de laisser la parole à Laurent et Pascal pour nous partager aussi un peu leur vision des choses, vous avez quand même réfléchi aussi, et j'ai trouvé ça très intéressant, notamment dans un voyage expérience qu'on a fait avec Impleed sur la structure, comment on peut structurer en fait une méthodologie un peu de sa gouvernance. Je crois que vous l'aviez indiqué à travers des objectifs, des hommes, des femmes, des personnes qui vont porter de l'exécution, des process. Je vais laisser Laurent les tout ça parce que voilà, il sera voilà, il explique peut-être mieux que moi. Ce que je vais quand même simplement dire, c'est que dans cet objectif-là, on s'est dit qu'il fallait se faire accompagner. On pouvait pas être tout seul et on pouvait pas décider finalement que tout seul comment ça allait fonctionner. Donc il y a une analyse, il y a un diagnostic qui est important, diagnostic des sujets externes, des sujets internes à l'entreprise, de l'ambition de l'entreprise, d'objectifs. Et puis après il y a tout un déroulé que Laurent pourra tout à l'heure peut-être apporter, mais ce qui est pas tellement important, ce qui est super important, c'est de se dire, on fait pas ça tout seul. Il y a une méthodologie, mais elle part de l'extérieur. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on retienne aujourd'hui. Qu'on retienne pour faire évoluer la maturité de nos gouvernants. Et on coche pas des cases pour dire on code des cases, quoi. Ouais. Est-ce que j'ai bien le codir? Voilà, c'est ça. Merci Laurent, du coup, pour rebondir sur les propos de Jean-Loup. Cette gouvernance, comment elle aligne aussi vision stratégique, agilité opérationnelle? On voit dans les statistiques qu'il y a cette vraie volonté en fait de batailler entre les deux auprès des entrepreneurs, qui est de dire ça doit accompagner la vision et la stratégie et l'ambition, mais ça doit être très opérationnel, très dans l'exécution. Jean-Loup l'a souligné. De ton côté?
Alors, effectivement, je vais essayer d'être à la hauteur de ce que Jean-Loup a présenté, mais pour le coup, moi, je suis un grand défenseur de la vision de l'entreprise et ce que j'ai appelé ce voyage d'expérience le révélateur de vision de l'entreprise, comment on peut accompagner le dirigeant à révéler sa vision et passer du temps à révéler sa vision au même titre qu'écrire un scénario. Hein. Nous, on a exécuté 3 plans stratégiques avec un an d'avance, un qui nous a amené de 50 millions à 100 millions, un qui nous a amené de 100 millions à 200 millions et un qui nous a amené à 30 millions d'EBITDA pour 300 millions de chiffre d'affaires. Donc à chaque fois, en fait, on a écrit un scénario, au même titre qu'on peut écrire un scénario de film, et puis derrière, on fait le casting. Donc le casting, à la fois pour être le pont entre la vision et l'exécution, donc d'avoir effectivement le bon COMEX capable d'emmener l'entreprise à l'international, capable de faire du build-up, capable d'augmenter la proposition de valeur, donc de définir en fait quels sont les axes stratégiques de l'entreprise, quelle est l'ambition, et à chaque fois, quelque part, se remettre en cause sur les joueurs ou les acteurs de l'exécution, hein, au même titre que dans le sport, hein, si on ne peut pas jouer la Ligue des Champions avec les mêmes joueurs que le championnat national. Par contre, il faut garder son âme, il faut garder ses valeurs, il faut garder ses fondations et emmener une dynamique à l'impulsion des parties prenantes. Donc nous, on a passé beaucoup de temps, et j'encourage à passer beaucoup de temps sur la vision, et notamment la co-écrire avec ou la co-réaliser avec les parties prenantes, que ce soit les clients, les partenaires, les actionnaires, les équipes, pour faire en sorte que cette vision embarque, et qu'elle puisse derrière être exécutée avec l'engagement hein, qu'on vient tous. Avec un an d'avance aussi, pourquoi pas. Et puis, si on peut. C'est toutes les boîtes pour comme aussi. Moi, j'aime bien gagner. J'aime bien jouer, mais j'aime bien gagner. Donc, si on peut le faire avec de l'avance, et on le voit très clairement. Alors, on n'exécute pas 100% de ce que l'on a écrit, mais c'est tellement plus facile d'avoir à chaque fois le guide qui permet de passer du temps aussi à bien regarder l'exécution et l'alignement, Jean-Loup en a parlé, entre la vision et l'exécution. Donc voilà, moi j'encourage à passer du temps à réfléchir sur le futur. Le constat en tout cas que tu fais, la conviction que tu portes, c'est qu'on ne peut pas avoir une bonne gouvernance si au final la vision de l'entrepreneur n'a pas été beaucoup mieux préparée, parce qu'aujourd'hui les gouvernances se font sur une vision qui est peut-être pas assez clarifiée en fait. Et donc, voilà, la gouvernance, elle doit être agile, elle doit s'adapter à tous les contextes, donc les contextes à la fois exogènes et le contexte d'évolution de l'entreprise, donc aussi bien interne qu'externe. Et puis, comme je le dis tout le temps, petite astuce, hein, c'est qu'on a l'habitude de tous faire un SWOT. Moi, j'aime bien travailler sur les points forts de l'entreprise et les opportunités. Plutôt que de travailler sur les faiblesses et les menaces. Donc, si on se contente justement d'aller chercher la matrice entre points forts et opportunités, on a toutes les chances de réussir, et notamment, c'est là que se crée l'innovation au sens large du terme, hein, c'est-à-dire aussi bien sur les produits que sur la proposition de valeur et sur, j'ai envie de dire, le management. Merci Laurent Pascal. Et pour finir cette première partie sur la gouvernance, comment une gouvernance aujourd'hui, on la structure pour qu'elle soit bien solide, pour préparer notamment une transmission réussie? Tu es en plein dans ces sujets, tu as beaucoup travaillé ces derniers mois, on y reviendra sur la transmission d'Adev. Comment on construit une gouvernance solide pour préparer ces transmissions? Alors déjà, c'est comme la vie, hein. Ça part de l'enfance, donc on grandit. L'entreprise, elle a des étapes. À la question de dire est-ce qu'on doit tous avoir la même gouvernance, la réponse, elle est qu'on évolue en gouvernance en fonction de sa taille. Nous, on a vraiment eu ce projet qu'on a appelé un projet de croissance depuis le début, qui était très structuré, avec une vision, avec des caps. Un cap, ça ne veut pas dire qu'on va aller tout droit, hein. C'est-à-dire que de temps en temps, quand c'est compliqué, que le vent est de face et que la mer se lève, il faut tirer des bords. Hein. Donc, il faut des gens qui se font au winch, et il y en a d'autres qu'il faut qu'ils soufflent sur la voile, mais il faut toujours quelqu'un qui ait le gouvernail, qui sache un peu dans quel sens on va. Donc, ça évolue en taille. Nous, on a des logiques très similaires. Hein. Nous, notre objectif, c'était de doubler de taille tous les 5 ans. En termes de structuration, de gouvernance, nous, on a fait 5 LBO. Donc, à chaque fois, on a fait rentrer des fonds, des tout petits au départ.
du small cap dans 3 régions, après du small cap un tout petit peu au-dessus, du mid cap, de l'upper mid cap. Déjà, quand on fait rentrer un actionnaire financier, déjà tous les 5 ans, tu es obligé de dire à peu près qu'est-ce que ton entreprise fait, mais où elle veut aller. Donc ta vision, de l'exprimer. Deuxièmement, tu es obligé de faire un business plan. Donc, on est obligé, et même si je suis tout à fait d'accord, c'est que tu arrives jamais globalement à ce que tu as dit que tu ferais, mais tu arrives quand même dans la même direction et avec des éléments que tu as mieux fait, d'autres éléments qui sont... Et puis, il faut accepter que la vie, elle change. C'est-à-dire que sur une période de 5 ans, tu as des choses qui vont se passer. Si on regarde les 5 dernières, c'est passé 2-3 choses quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que on va évoluer. Alors, en revanche, très clairement, à chaque fois qu'on évolue, on se structure un peu. Et la gouvernance? J'ai été dirigeant minoritaire et puis après, Adev a été fondé comme holding de reprise majoritaire en 2006. Donc, Julien, que j'avais recruté plus jeune, a été cofondateur avec moi en 2006. Donc, il y aura 20 ans l'année prochaine. Il a d'ailleurs passé plus de temps avec moi que tout seul dans sa jeune carrière. Donc déjà on a fondé à plusieurs, on a eu une gouvernance au départ qui était celle, on aurait pu appeler ça d'un codir, puis après avec des financiers, on a eu un COMEX, puis on a eu alors jamais de conseil de surveillance, mais un comité de surveillance, donc avec des investisseurs qui au début quand on était en small cap étaient très peu présents, avec des financements très on va dire traditionnels, au fur et à mesure qu'on avance dans les outils, des pools bancaires, du structuré, de l'unitranche, de la mezzanine, des management packages. À chaque étape, ce qui est fabuleux, c'est qu'à notre âge, on continue à apprendre. On grandit et on va jouer dans des divisions qui sont différentes et on se structure de manière différente. Donc je pense qu'il faut penser l'avenir, il faut toujours avoir des coups d'avance, mais il faut envisager quand même que, en tout cas pour nous, tous les 5 ans, ça change. Voilà. Le défi aujourd'hui, alors nous, on a changé de gouvernance. Je ne suis plus CEO depuis le 1er janvier 2025. C'est quelque chose qu'on a préparé avec Julien. Donc, on a commencé en juin 2023. En pensant à notre 5e LMBO qui devait se faire au plus tard entre décembre 24 et juin 25. Et donc, on a anticipé 2 ans à l'avance. C'est intéressant. On a été challengé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si c'est naturel, on s'est auto-challengé en disant est-ce qu'on est les meilleurs pour faire ça? Est-ce qu'on a même interviewé des gens extérieurs, des fois avec des financiers qui t'en présentent. Et c'est intéressant d'avoir toujours ce benchmark permanent. D'avoir pris le temps, en tout cas, de préparer aussi. De préparer. Et puis, quand tu prépares, tu te dis on va prendre du temps. Au début, tu es que 2 à savoir que ta décision est prise, mais progressivement, tu invites des gens autour de toi. Tu recrutes les gens du futur de l'équipe par la personne qui va la diriger, parce que c'est quand même lui qui fait ses choix. Donc, on a anticipé des choix de COMEX qui ont lieu en 2024, dès octobre 2023. Donc, on fonctionne en juridique avec un président et un directeur général groupe, qui sont nos 2 holdings. Personne morale et pas personne physique. Et en fait, on est un CEO et l'autre chairman, parce que les Américains comprennent qui est le patron, il n'y en a qu'un, c'est le CEO. Le chairman que je suis depuis le 1er janvier, il est là pour contribuer à la stratégie, il est là pour aider à la croissance externe, il est là aider au développement international, et puis continuer à incarner un peu la continuité de l'histoire, sachant que c'est plus lui qui décide. Et c'est très intéressant de voir comment ton influence change quand tu es plus un facteur de continuité qu'un facteur de décision. Et donc, c'est quelque chose qui se prépare. Voilà. C'est quelque chose qui se prépare, qui se structure. Et les enjeux pour nos tailles, depuis maintenant 3 ans, c'est aussi comment impliquer dans ces COMEX des dirigeants étrangers. Il faut que tu acceptes que tu ne fasses plus rien en français. Vous êtes dans combien de pays chez Adev? Alors, on est en tout... on est implanté industriellement dans 9 pays, avec 16 sites industriels. Et après, on a les bureaux commerciaux et autres dans une vingtaine de pays. Mais on couvre plusieurs zones mondiales, parce qu'on fait beaucoup d'exports aussi depuis ces zones-là. Mais on a 16 sites dans 9 pays, 5 sites aux US, entre autres. Tu fais une bonne transition avec la thématique suivante, qui est sur la transmission et la succession. Je vais vous redonner les quelques statistiques qu'on a relevées aujourd'hui du baromètre. 44% des dirigeants envisagent de transmettre leur entreprise dans les prochaines années.
20% d'ici 5 ans, 24% dans les 5-10 ans et plus. Donc quand même presque une entreprise sur deux. Les cessions se projettent principalement sur d'autres entreprises, des concurrents, des clients, des fournisseurs ou d'autres. 23% sur la famille, et puis qu'une petite partie au final vers des fonds, vers des associés, des salariés, donc plutôt vers le management. Et puis le dernier, c'est 48% dans ces transmissions reconnaissent que quand même le contexte économique et politique aujourd'hui influence ce projet-là. 27% disent que cela va accélérer la transmission. Donc plusieurs questions qu'on peut se poser autour de des préoccupations stratégiques des 10 prochaines années. Je sais que quand on voit qu'un dirigeant sur deux va quand même devoir transmettre, et c'est hyper intéressant de t'avoir, Pascal, parce que tu as préparé ça ces 18 derniers mois, que les dirigeants veulent préparer leur succession avec du sens, mais au final, ils sont assez peu tournés vers le management et les salariés. Est-ce qu'ils anticipent toujours bien ? Toi, tu es passé par cette transmission managériale réussie avec Julien, tu es le CEO, tu es aujourd'hui chairman, comme tu dis, tu n'es plus le boss, voilà, officiel. Comment on réussit à entreprendre cette passation et cette transmission sans perdre l'ADN de l'entreprise et à bien la préparer ? Pour nous, ça a été assez facile parce qu'il y avait un leadership naturel. Julien, c'est à la fois mon associé, c'est mon petit frère, c'est mon complice. On n'est pas toujours d'accord sur tout. On a des sensibilités très différentes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elles évoluent avec l'âge. C'est-à-dire que les siennes, qui étaient parfois beaucoup plus, je dirais, opérationnelles, efficacité, il a un élargissement avec toutes les responsabilités prises à l'international qui sont différentes. Moi, avec l'âge, je relativise, alors que parfois, avant, il y avait des endroits, à un moment où je lâchais pas trop l'affaire et je devais être un peu plus pénible auprès de mes collaborateurs. Donc, tu as aussi ces sensibilités qui sont les évolutions de la vie. Je pense qu'il faut prendre dans l'entreprise l'éclairage que nous apporte la vie, que nous apportent nos couples, nos familles, les communautés dans lesquelles on vit, le sport, et qu'on se nourrisse de ça, parce que l'entreprise, c'est un lieu de vie. Voilà. Et donc, pour moi, ça, c'est ce qui était le plus important. À partir de là, donc, c'était une transmission naturelle. Et elle s'est faite aussi sur l'évolution de la vision. Tu as parlé aussi tout à l'heure d'un monde qui change. On a aussi construit, nous, notre raison d'être pendant Covid, où on a fait des visios avec 65 managers dans le monde entier en anglais pour essayer, à travers les 17 ODD des Nations Unies, on devait voter, on choisissait les 5 qu'on préférait, on faisait des petits jeux entre nous. On avait choisi une raison d'être, on a voté, c'est pas celle du COMEX qui a été retenue, c'est une autre proposition. Et tout ça, je pense que ça aussi nous aider à construire non pas qu'un leader qui est Julien aujourd'hui, mais aussi la continuité d'une équipe. On a fait des choses aussi, on a lancé des initiatives qui étaient de créer un groupe alumni, de tous nos anciens collaborateurs. On en avait tellement marre que tous nos talents s'en aillent, comme tout le monde il y a 3 ans, qu'on s'est dit, bon, on va transformer ça en opportunité, on va faire en sorte que tout le business qu'ils nous ont pas apporté, où qu'ils aillent, nous l'apportent, et on va faire en sorte qu'ils viennent expliquer qu'on est formidable et que tous les jeunes qui veulent faire un club formateur avant d'aller jouer au Real, il faut qu'ils viennent chez nous. Donc, on a créé cette communauté alumni. Là, je suis en train de créer une communauté alumni entrepreneurs. Alors ça, c'est un truc de dingue. On a une douzaine de jeunes qu'on a pris en VIE, qu'on a emmenés comme cadres, qu'on a emmenés partout dans le monde, qui ont créé leur boîte. Et ça, c'est une valorisation extraordinaire. Donc, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important dans cette transmission. Et après, l'autre point, en conclusion, alors, Pascal. En conclusion, c'est qu'il faut apprendre à laisser la place dans ta transmission. Et ça, c'est aussi un sport. Il faut faire preuve d'humilité. C'est-à-dire que non, et c'est pas ça. Quand tu te dis, là, faut que je m'arrête. Là, c'est lui qui va répondre. J'ai la réponse, mais c'est pas toi qui la donne. Voilà. Et ça, c'est un vrai sujet. Et le problème, c'est qu'il faut apprendre à tout le monde à le faire. C'est-à-dire que tu t'es fait accompagner, former là-dessus, ou t'as juste j'ai fait de la pratique sportive, tu sais. T'es beaucoup entraîné et t'as fini par réussir. Tu fais jamais assez. Mais l'avantage, quand tu as quelqu'un aussi, le leader, il prend ta place, en fait. À un moment donné, c'est que si tu n'as qu'un leader qui attend qu'on te la donne, ça va moins bien fonctionner. Que c'est comme avec tes enfants, au bout d'un moment, ils te disent bon, laisse-moi faire, quoi. Et donc, je pense que un vrai leader, c'est celui qui prend la place. Et une vraie transmission, c'est quand tu as celui du bonheur de se dire, il fait encore ça mieux, au-delà de toutes mes espérances. Et je pensais jamais que ça serait aussi bien.
Voilà. Et là, tu as une satisfaction qui arrive, qui est au-delà, quoi. Trop bien, merci Pascal Jeanloup. Je rebondis par rapport à la préparation, après un peu plus de 18 mois, et même depuis le Covid, vous avez démarré à embarquer pas mal de gens. On voit que la transmission, elle est souvent assez tardive. Qu'est-ce qui bloque dans cette préparation de manière un peu globale, dans la transmission, dans la succession? Est-ce que c'est l'émotion de devoir laisser quelqu'un à sa place? Est-ce que c'est la gouvernance qui est pas prête? Comment vous analysez ça et comment tu vois ça sur ces entrepreneurs? Je crois que ce qui bloque souvent, c'est qu'on est souvent sur des PME, OTI, mais des entreprises qui ont beaucoup de fondateurs, hein, donc qui ont été à l'action et qui ont mis en place et qui ont grandi. Mais quand on est une petite entreprise, on fait beaucoup et on est beaucoup finalement Dans l'opération. dans le collectif. Ouais. Et je trouve ce qui est intéressant dans le parcours de Pascal, c'est à la fois qu'il y a beaucoup de bon sens, et puis à la fois il y a de la méthodologie, et puis à la fois on revient sur ce qui a fait la force de l'entreprise, hein. J'aime bien le terme acceptation là, du coup voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire finalement quel est l'ADN de l'entreprise, quelle est la raison d'être, pourquoi on est là, hein, qu'est-ce qui fait la différence entre un concurrent. On fait la même chose, mais vous faites ça d'une manière différente, et c'est les valeurs qui font que l'exécution est différente. Et je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'on est revenu sur ces valeurs. Certainement pour Pascal aussi, il a dû dire, moi, ces valeurs, celles qui m'ont aidé à grandir, donc il faut aussi que je revienne dessus pour laisser un petit peu la place. Puis après, il y a l'histoire de la vie, hein. L'histoire de la vie, c'était pas forcément plus simple, parce que pas forcément plus simple de laisser à son associé, mais il n'y a pas eu à recruter une personne. Et souvent, ce qui fait la différence, je trouve, c'est qu'on se focalise sur le recrutement du CEO. Alors que c'est pas ça une transmission. Une transmission, c'est l'actionnariat. Alors là, on en a parlé. Ce qui se transmet pour partie régulièrement, si je comprends bien, tous les 5 ans, hein. Mais après, il y a... Et on a passé un cap important aussi, puisqu'on passait dans une logique où il y avait un vrai LMBO autour de Julien et du management, donc avec un investisseur majoritaire, mais très orienté managérial. Voilà. Donc, il y a un alignement entre la transmission, enfin les objectifs de l'actionnaire, hein, qu'est-ce que doit faire l'alignement, puisqu'il y a un alignement entre la gouvernance. Donc là, ce qui a été le choix, c'est de dire qu'il y a une forme de double tête, même s'il n'y a qu'un CEO, mais c'est qu'il y a une forme d'accompagnement et qui finalement donne un peu le bon sens de l'histoire et est là pour dire, voilà un petit peu comment ça va se faire. Et puis, il y a le troisième sujet qui est important et qui souvent ne se fait pas, c'est de se dire, faut que je laisse. Parce que le pire, c'est la statue du commandeur, hein, qui est là derrière, qui bouge pas et qui bloque tout. Et je trouve que voilà, là, on a sur toutes les bonnes pratiques qu'on devrait avoir sur le papier et qu'on n'a pas tout le temps. Et je pense qu'on n'a pas tout le temps parce que souvent, on se sent trop dépositaire de sa fonction. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des créateurs, mais y compris quand on arrive deuxième, troisième génération, souvent, on a un peu attendu que papa ou maman laisse un peu la place. Donc, elle est arrivée très tard. Souvent, elle est restée très, très, très tard dans des conseils. Il repassait au bureau, etc. Donc, on a un exemple qui est pas forcément le bon exemple et avec une complexité qui est pas la même, hein, puisque tout à l'heure on parlait de l'exogène, hein, il y a vraiment aujourd'hui les parties prenantes, c'est plus que l'entreprise dans son petit cercle, elles sont beaucoup plus larges. Donc je crois que c'est là qu'on a cette complexité, mais on verra à la fin de toute façon la réussite. Mais là on a les bons jalons pour la réussite de Julien, qu'on a hâte de rencontrer d'ailleurs. Avant de laisser la parole à Laurent, j'ai souvent entendu dire qu'une bonne transmission, une bonne succession, ça se prépare à peu près au moins 5 ans à l'avance, le temps de positionner les gens. Est-ce que tu dirais que c'est une bonne réponse ou qu'il n'y a pas de réponse ou que oui, 5 ans, c'est même déjà tard, il faudrait prendre plus de temps ou moins de temps? Je sais pas si 5 ans c'est bien, ce qu'on n'a pas tout à fait ce que j'ai pas dit tout à l'heure sur la gouvernance, c'est que la gouvernance, elle est faite pour avoir de la transparence et communiquer, hein. Et je crois que il faut pas avoir honte de son âge, quoi. À un moment où de son envie, ou de son niveau de compétence, peu importe, dire qu'à un moment, il faut que les choses changent. Alors souvent, on les prend par la direction, parce que c'est là qu'elle se met la gouvernance, mais j'ai tendance à dire, ça peut être aussi l'actionnariat. Vous avez commencé votre transmission, j'allais dire, il y a pas mal d'années, en disant, Si bon, au niveau de l'actionnariat. voilà, C'est ça, passer un gros cap, là. Voilà. Donc je trouve c'est pas forcément le prétexte de la transmission de dire c'est le dirigeant qui change. Mais souvent, si c'est celui-ci, oui, il faut qu'il se prenne avec un peu de temps, parce que souvent, il n'est pas co-dirigeant. Il est également actionnaire, souvent fortement actionnaire. Et ce qu'on le voit souvent, soit fondateur, soit il tient sa transmission familiale. Donc il y a beaucoup d'éléments à transmettre. Donc il faut du temps, parce qu'on ne transmet pas de la même manière une direction opérationnelle que son patrimoine, parce que souvent c'est une part importante de son patrimoine. Et souvent en plus se greffe une fiscalité qui n'est pas toujours facile, même si le pacte du travail est un élément super, mais pas toujours facile à organiser, parce qu'il faut quand même un peu de liquidité, ce que les entreprises n'ont pas toujours.
Laurent, on finit sur la partie gouvernance avec toi. Alors, toi, tu n'as pas fait le choix de transmettre ni à la famille, ni au management, ni aux concurrents, mais de transmettre à une autre entreprise dont l'union fait la force. Comment on fait ce choix? L'entreprise s'appelle le groupe SNEF. Tu l'as transmis il y a un peu moins de 2 ans maintenant, 1 an même, septembre, c'était officialisé en septembre 2024. Pourquoi avoir fait ce choix et en quoi pour toi c'était un choix gagnant pour Visiative? On verra. Ouais, en fait, déjà, si on repart de la stratégie et de la singularité, il était important, au travers de cette proposition de valeur unique chez Visiative, de conserver la dynamique de croissance dans le numérique et notamment dans cette dynamique digitale. Comme j'avais l'habitude de dire, je préfère être à table que dans le menu, dans un sujet de consolidation. Et donc, c'était important de continuer cette dynamique, puisque on a fait ce rapprochement avec le groupe SNEF au début d'un plan stratégique qui s'appelle Shift 5 et qui emmène Visiative à doubler de taille pour atteindre le demi-milliard. Donc, pour moi, c'était toujours le 1 + 1 = 11, c'est-à-dire d'être à l'endroit où personne ne nous attend. C'est-à-dire que si on avait fait le choix d'un concurrent, on aurait été, pour le coup, consolidé. L'identité Visiative aurait disparu. Donc, il était important d'aller chercher un acteur qui est très complémentaire et qui nous apporte, pour le coup, là, la compétence et la dynamique métier, au-delà d'une entreprise patrimoniale, familiale, qui nous apporte en fait cette complémentarité comme un nouvel accélérateur de Visiative pour aller chercher un pôle digital qui devrait atteindre, je l'espère, d'ici 5-6 ans, pratiquement le milliard, puisque chez SNEF, il y a déjà un pôle à 200 millions. Donc une vraie opportunité de convergence. Donc c'était important d'apporter cette opportunité à Visiative dans sa singularité et dans sa vision stratégique autour de cette proposition de valeur qui est d'accélérer la transformation des entreprises industrielles. Puis après, avec Christian, donc mon associé, 40 ans de vie commune, qui a 15 ans de plus que moi, il était important. C'est pour le petit frère du coup de Christian. Donc, je rappelle qu'on a démarré from scratch, qu'on a démarré cette magnifique aventure humaine et d'équipe de zéro. Donc, il était important en fait de transmettre un bébé et de l'accompagner. Donc, je suis toujours actionnaire de Visiative, minoritaire, mais toujours avec la même ambition. Donc, j'ai envie de dire que c'est la continuité dans le changement avec cette opportunité d'accélération. Donc, comme je le dis souvent, c'est pas une cession, c'est une accélération. Et juste avant de passer à l'international, avant SNEF, est-ce qu'il y a eu d'autres sujets? Mais tu as mis combien de temps et quand est-ce que c'est déclenché le moment de se dire est-ce qu'on transmet ou pas Visiative? C'est juste une opportunité qui est passée, vous avez dit c'est peut-être le moment? Ou est-ce que vous vous êtes mis 18 mois comme Pascal ou plusieurs années à l'avance, c'est-à-dire il sera temps de réfléchir à ça et à commencer à préparer la transmission? Alors c'est là où je différencie à chaque fois la gouvernance de l'entreprise, son conseil d'administration et puis son COMEX. Puis autour de ça, il y a les actionnaires. Donc il y avait des actionnaires, majoritairement Christian et moi. Christian était depuis quelques mois très opérationnel à Bandol. Il y avait en fait une volonté de Christian aussi de valoriser, donc forcément de faire tourner le capital. Et quand on a regardé cette opportunité de faire tourner le capital, très vite, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de choix au sens soit un concurrent, soit un fonds d'investissement qui malheureusement a été un fonds d'investissement anglo-saxon puisque Visiative était coté en bourse, valorisé de manière assez significative, mais il fallait justement travailler cette valorisation. Donc voilà, on a été fortement courtisé. Il a fallu faire des choix. Et très content d'avoir fait un choix où personne nous attendait. Il nous reste, merci, une vingtaine de minutes pour finaliser ce podcast. Je veux qu'on parle de l'international. C'était le troisième élément clé. Puis, bien sûr, qu'on conclue sur 2026. Je vais rester avec toi, Laurent, sur l'international. Les quelques chiffres qui remontent, 76% des entreprises qui ont été interrogées réalisent un chiffre d'affaires à l'international, mais seulement 25% de manière significative. 94% d'entre elles, dans ce chiffre d'affaires, sont particulièrement présentes en Europe
Et après, tout de suite, l'Amérique du Nord, l'Afrique, et puis de plus en plus l'Asie de l'Est et du Sud-Est. 38% voient une croissance assez prudente, entre 1 et 9%, enfin entre 0 et 9% à l'export, mais il y en a quand même 25% et 17% qui voient à plus, c'est-à-dire consolider presque une cinquantaine de pourcents, qui voient quand même une croissance assez significative à l'international, ce qui peut nous amener à la réflexion du contexte aujourd'hui économique en France. Est-ce que le regard des entrepreneurs n'est pas plutôt tourné vers d'autres territoires plus en croissance? Par contre, les freins qu'ils y voient tout de suite dans cette croissance, c'est les risques géopolitiques, c'est la complexité des réglementations, c'est les ressources aussi en interne qui peuvent être limitées ou sur place. Et toujours pareil, dans cette enquête et dans cette phase de l'international qui était un élément clé de cette étude, 43% estiment que les tensions géopolitiques aujourd'hui vont quand même avoir un impact assez fort. Ça sera intéressant d'avoir ton retour aussi bien sûr, Pascal, de par vos fortes présences industrielles à l'international. Et 64% ont quand même déjà adapté des décisions stratégiques à cause de ce contexte géopolitique. Comment, Laurent, dans un groupe Visiative qui transmet, qui a une ambition Shift5, qui est de faire 50% de son chiffre d'affaires international sur un demi-milliard, comment on concilie cette ambition mondiale avec l'ancrage territorial fort et le contexte dans lequel on est aujourd'hui? Alors d'abord, moi j'aime bien jouer à domicile. Jouer à domicile voulant dire que le territoire nous a apporté beaucoup de choses et qu'il faut rendre au territoire, qu'on est ancré sur un territoire et que notre proposition de valeur, elle s'est quand même inventée dans cette dynamique d'écosystème de proximité. Donc nous, on a la chance d'avoir une dynamique de proposition de valeur qui est duplicable. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait une vingtaine d'acquisitions à l'étranger, hein, donc de reproduire notre proposition de valeur en France et de racheter dans une dynamique de build-up une vingtaine d'entreprises pour dupliquer cette proposition de valeur. Donc voilà, aujourd'hui, une proposition de valeur qui a été pensée globale sur notre territoire et qui, derrière, s'exécute local sur les territoires. Je dois avouer qu'on est en train aujourd'hui peut-être de réinventer cette dynamique d'offres globales ou de propositions de valeur globale maintenant avec l'héritage de tout ce qu'on a fait sur les territoires et notamment à l'international, donc ce qui nous donne une opportunité supplémentaire. Et puis après, c'est bien plus, entre guillemets, facile d'être en interaction, enfin je crois beaucoup moi à l'interaction client, donc en interaction client en proximité. Donc toujours jouer à domicile au sens être en proximité forte des parties prenantes de l'entreprise. Dans cette dimension internationale, le contexte, on voit que 64% des entrepreneurs, des PME ont déjà changé et adapté des décisions stratégiques. C'est votre cas aussi chez Visiative. Au vu du contexte global mondial, vous avez déjà adapté peut-être des territoires sur lesquels vous allez aller de manière plus forte et d'autres peut-être moins. Inévitablement, aujourd'hui, on a des sources d'opportunités et de croissance qui sont plus à l'international qu'en France. Ne serait-ce que par un leadership qu'on a en France dans notre proposition de valeur et dans le contexte actuel, on regarde très fortement à l'international. Donc il est vrai que notre ambition, c'est d'arriver, aujourd'hui on fait 36% de notre chiffre à l'international, c'est d'arriver à 50% de notre chiffre international sur les 500 millions que l'on vise. Donc forcément, on a aujourd'hui une ambition qui est bien plus internationale. On a le droit de citer un ou deux pays ou c'est confidentiel sur... On a pris cette année des positions fortes en Pologne. Parce que j'ai envie de dire que c'est un des rares pays européens où le PIB est en croissance. On a pris des positions un peu plus fortes aux États-Unis. On est en train de regarder aussi, de finir notre implantation européenne sur l'Europe du Sud. Donc on a énormément d'opportunités à l'international. Pascal, comment on gère ces tensions géopolitiques avec un Trump, avec des guerres, quand on produit un peu de partout dans le monde, et comment on prend de nouvelles décisions fin 2025 en vue de 2026 sur ce développement international? Alors avant, je vais peut-être rebondir, je vais essayer d'être court, mais nous, ça a été notre culture de départ, ça a été la croissance à l'international. C'était de se dire, alors on a commencé déjà tout au début des années 2000 à suivre nos grands clients à l'international. Bon, les pays limitrophes, aller suivre à l'époque, c'était l'Europe centrale. C'était le début, la première fois qu'on était en Pologne, c'était le début des années 2000. Et puis, après, nous, on a commencé, c'est intéressant de resituer les crises. Hein, parce que nous, on a, comme j'ai expliqué, fondé
ADEV en 2006, et on a arraché les dernières parts en 2008, 4 mois avant le début des subprimes. Donc très vite, 2008-2009, on était en défense. 2010, on s'est retrouvé à aller faire ce qu'on appelait à l'époque Find the Growth for It Is. C'était les BRICS. C'est intéressant de voir comment, par tranche de 10 ans, le monde change. Et si on regarde toutes les ETI de nos régions, elles n'ont pas très bien réussi dans les BRICS entre 2010 et 2020. Même des gros échecs qui deviennent aujourd'hui des succès, mais qui ont été difficiles à ce moment-là. Et nous, on a commencé notre développement à l'international. Et l'idée, c'était de faire du build-up de PME avec une logique qui était un peu dans la même logique, mais différente, parce qu'on était industriel. Donc, c'était de dire, on se différencie parce qu'on est le petit acteur expert, compétent, qui fait du service, qui est agile et qui est de proximité. Voilà. J'appelais l'acteur local et locavore et frugal. Et on a développé ce concept de jamais être global, mais d'être local à plusieurs endroits dans le monde et de suivre nos gros clients. Bon, naturellement, après les subprimes, très naturellement, d'autres zones mondiales ont démarré plus vite. Ça n'a pas été les BRICS. On est paradoxalement allé aux États-Unis à partir de 2012, parce que c'était là où il y avait le plus de développement. Et là, à partir de là, on a fait l'Europe et les États-Unis. On a quand même acheté 24 sociétés industrielles, majoritairement industrielles à l'étranger. Et c'était du build-up de PME, donc des petites. Parce qu'on nous disait, vous n'arriverez pas chez les petites. En fait, l'intérêt, c'est que les gros ne s'intéressaient pas aux petites. Et les fonds d'investissement, à cette époque-là, ne s'y intéressaient pas encore. Il y a beaucoup d'acteurs de small cap, là, depuis 5 ans, qui se sont développés aux États-Unis. C'est un peu dingo. Mais à l'époque, on arrivait, on faisait tout en gré à gré. C'est-à-dire qu'on allait gérer des transmissions. Donc, cette culture de l'international, d'être local à plusieurs endroits dans le monde, a été notre logique. On a la chance aussi, nous, des intermédiaires entre des très gros et des très gros mondiaux, comme des 3M, des Tesa, des Nito, des Henkel, des Saint-Gobain, et donc, en tant que fournisseur, et puis des très gros comme Boeing, on est chez Boeing, on est chez Airbus, on est chez Dassault, on est chez Thales, on est chez Safran, on est chez Schneider Electric, enfin, que des grands de la santé, Stryker, etc. Et on a été cet intermédiaire petit, agile, proche de chez eux. Et en fait, nous, on a un équilibre qui fait qu'au-delà du fait que l'international, dans des stratégies de croissance, ça réduit les risques dans les logiques financières, hein, c'est du portfolio analysis, vous êtes à plusieurs endroits et globalement, vous pouvez pas prendre une balle qui vous tue à tous les endroits si vous êtes dans plusieurs secteurs d'activité, si vous êtes dans plusieurs géographies. Avec des barrières d'entrée qui se sont accrues, parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que on parle du local, le local, il s'est accru à plusieurs endroits dans le monde. Covid, les ruptures de supply chain dans l'industrie, qui fait que celui qui était à côté, qui achetait à côté, qui servait à côté, il pouvait servir plus rapidement. Il y a eu la dimension souveraineté, qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire de l'aéronautique ou de la défense chez lui, tout le monde veut faire de la santé chez lui. Donc, si vous êtes à tous ces endroits-là, vous arrivez quand même à servir vos grands clients mondiaux et vos grands fournisseurs dans des partenariats où vous êtes à plusieurs endroits qui sont protégés. Et puis, il y a bien sûr tout ce qui est maintenant aujourd'hui sustainabilité avec l'impact qui favorise aussi cette dimension du local ou du locavore. Donc, c'est tous ces éléments-là, j'ai tendance à dire aujourd'hui, quand vous me parlez de crise, nous, ça nous porte. Le Brexit a été une opportunité pour nous. Parce qu'on vendait plus là où on était en Angleterre, on avait acheté une boîte en début 2019. Et c'est tout ce qui était en France, on le servait depuis Toulouse dans l'aéro. Donc, quand vous êtes des deux côtés du mur, en fait, votre business, dans les périodes de crise, il croit. Donc, je crois que c'est intéressant. Les gens me posent la question en disant la géopolitique, est-ce que ça... J'étais encore aux États-Unis la semaine dernière, je vais y aller cette semaine. Alors les gens vous disent New York, New York, le maire, c'est pas les États-Unis. New York, quand vous êtes dans le Midwest ou autre, les gens sont très contents de ce qui se passe. L'économie il y en a beaucoup qui râlent, mais l'économie se tient assez correctement. Et les barrières, aujourd'hui les tarifs, nous ont gênés que sur une seule direction, c'est entre le Canada et les États-Unis. Ça nous a jamais gêné d'une zone mondiale à zone mondiale. Ni les variations de devises, ni les barrières tarifaires. Donc, je continue à dire que l'international est une opportunité absolument incommensurable pour toutes les PME qui ont l'appétence, l'envie et des gens qui parlent quand même un peu les langues et qui ont envie d'aller à l'étranger de croissance. Et pour les ETI, c'est même pas la peine de se poser la question, c'est indispensable. En tout cas, c'est très intéressant de voir qu'avec Visiative et ADEV, toi, vous avez la même vision de ce local pour du global, mais d'être en proximité des clients. Oui, parce qu'on les différencie.
toujours sur le service, l'agilité, la compétence, la relation, la proximité. Et c'est intéressant parce que je soutiens fortement ce que Laurent défend sur la proximité de son écosystème. C'est très important aussi partout où nous sommes. Jean-Loup, pour terminer sur cette partie internationale, tu vois, et au sein d'Implid, vous voyez beaucoup de dirigeants, et vous accompagnez beaucoup de dirigeants qui vont à l'international. Comment vous sentez qu'ils gèrent aujourd'hui? On a le retour d'expérience de Laurent et de Pascal, mais d'un point de vue un peu plus global, comment vous sentez qu'ils gèrent cette incertitude mondiale? Ils sont un peu frileux. Comment vous les sentez, ces jeunes Je chauds? crois déjà, derrière l'incertitude, il y a toujours une opportunité. Hein. Je crois qu'en bourse, il y a un adage, c'est vendre au son du violon, acheter au son du canon. Hein. Donc, quand les choses sont moins faciles, semblent moins faciles macroéconomiquement, finalement, il y a souvent des opportunités. Et moi, j'en vois deux dans ce que Laurent et Pascal ont dit. C'est déjà aujourd'hui, on a le local qui prédomine. Donc, c'est qu'on peut faire du local de partout. Hein. C'est quand même un peu la tendance. Hein. Et cette tendance qui est renforcée très fortement par tout ce qui est écologie au sens large et sustainabilité, comme l'a dit Pascal, pour prendre un terme anglais. Donc, je crois qu'il y a des opportunités. Il n'y a pas on voit pas que les droits de douane, il n'y a pas que la politique instable, il n'y a pas que la guerre partout. Hein. Il y a aussi des opportunités. Puis la deuxième chose, c'est ce qu'a dit Pascal, c'est que quand on investit, je vais te dire, une gouvernance, c'est le service de la performance de l'entreprise, pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui. Et que la performance, c'est pas forcément la performance immédiate. Ça peut être la performance différée. Donc, quand on parlait de l'investissement dans les BRICS, effectivement, en 2009-2010, il y avait un intérêt à y aller. Ça a été difficile, mais aujourd'hui, c'est ce qui fait que c'est très évolutif. On aurait pu dire la même chose avec les États-Unis quelques années auparavant. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le rôle d'une gouvernance, le rôle d'un comité d'actionnaires, le rôle d'un comité de gouvernance, le rôle d'une direction, c'est de se dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui, quelle est la raison d'être de mon entreprise, comment je le fais, quelle valeur je l'exécute. Et après, c'est de le décliner. Donc, quand on a des valeurs humaines et des valeurs de proximité, c'est assez facile aujourd'hui. On retourne un peu plus, on accélère un peu plus ce côté en cherchant de l'humain, du relationnel, de la proximité. Et puis après, la deuxième chose, c'est quand je disais, il faut voir en interne et il faut voir de manière exogène et de manière extérieure. Il y a quand même des sujets qui favorisent l'opportunité. C'est la sustainabilité. Et puis c'est de se dire aussi que la performance, elle n'est pas forcément, j'insiste, c'est pas la performance immédiate. C'est une performance. Il faut une bonne gouvernance. C'est une certaine dose, c'est comme une recette, à la fois de performance immédiate qui permettent d'inscrire l'entreprise dans la durée, mais également de performances différées qui vont permettre d'inscrire encore plus d'entreprises dans la durée à moyen terme. Je reste avec toi, Jean-Loup. On arrive au terme de ce podcast sur justement 2026, où vous avez eu accès aux chiffres avant ce podcast, et on a tous été assez surpris de l'optimisme général. Je vous donne les quelques chiffres. 71% des dirigeants anticipent une croissance de leur chiffre d'affaires en 2026, donc 44% entre 6-10 et au-delà de 10%. 60% prévoient une amélioration de la rentabilité, même légère, mais 37% d'entre eux prévoient des rentabilités qui sont à plus de 3,6 et au-delà en termes de pourcentage, ce qui est quand même assez incroyable. 42% se disent « je vais le faire sur de la croissance organique », 51% se disent « je vais le faire à travers un mix organique externe » et seulement 7% sur de la croissance externe. Et bien sûr, ils nous disent par contre les défis prioritaires vont être de travailler la performance de mon modèle économique, la performance industrielle et opérationnelle de mon entreprise et le management, la fidélisation des talents dans ce contexte. Est-ce qu'au final, l'international, le fait que notre panel ait beaucoup répondu à l'international, fait que tout le monde se sent aussi optimiste? En tout cas, c'est assez, par rapport au contexte des fois un peu oxygène qu'on est en train de vivre en France, je trouve que c'est plutôt chouette de voir des chiffres comme ça. Quelle est ton analyse? Et pour toi, Jean-Loup, pour démarrer, c'est quoi la clé de la réussite 2026 pour ces entreprises? Moi, je crois que la clé de 2026, c'est comme la clé de 2025 ou 2024, c'est d'y aller. Il ne faut surtout pas rester au même endroit campé. Voilà, c'est de se dire qu'il y a des opportunités. C'est l'histoire du verre à moitié plein, du verre à moitié vide. C'est toujours à moitié plein et quels que soient les moments, il y a des choses à faire. Et je crois que c'est quand ça semble être le plus simple finalement que c'est le plus compliqué parce qu'on a moins d'exigences et que la performance, elle est liée à d'exigences d'exécution et c'est ça le cœur du sujet. Effectivement, pour rebondir sur les statistiques, oui, alors ils sont très surprenants.
je pense qu'on peut peut-être les interpréter qu'on a beaucoup de PME ETI qui ont déjà une implication à l'international forte. Donc, c'est pas tout à fait voilà, il y a peut-être une question, on ne prend pas une balle à tous les endroits. Donc, il y a peut-être voilà, cette dynamique-là qui fait que voilà, on y croit un peu plus. Souvent, les PME ETI ont quand même des moyens, ont quand même des fonds propres. Donc, ça, c'est une opportunité forte qu'aujourd'hui, on se voit qu'il y a une pénurie de cash et c'est souvent ça qui bloque aujourd'hui au niveau du dirigeant, au niveau des COMEX, d'aller de l'avant parce qu'il y a une forme de préserver le cash qui est un peu plus compliqué parce qu'il y a des structures qui déposent au bilan, il y a des structures qui payent un peu moins bien. Donc voilà, je pense que c'est peut-être des structures qui ont des fonds propres intéressants et qui permettent voilà, d'envisager l'avenir avec un peu plus de sérénité ou qui ont su se recapitaliser, qui ont su se rapprocher, se marier, etc. Et puis ce que je voudrais peut-être compléter sur ce sujet-là, c'est qu'il y a aussi ce qu'on veut dire à l'extérieur, c'est la confiance que l'on a. Et je crois qu'un dirigeant doit avoir confiance. Et je me demande s'il n'y a pas, comme la taille des entreprises est importante, on n'a pas le droit de tomber. C'est trop grand pour tomber. Donc il faut y aller. Il faut dire on va y aller, on va trouver. Et peut-être le petit bémol que je rajouterais, il ne faut pas que cette performance, qui est une performance un peu immédiate, soit au détriment de l'investissement de moyen terme. Ce qu'on peut parfois voir aussi, c'est que les entreprises qui sont en très grande performance aujourd'hui, bien décalent un petit peu les investissements, donc quid de demain. Juste avant de laisser la parole à Laurent et Pascal pour donner aussi leur clé de réussite et leur signal d'optimisme, c'est quoi toi le signal d'optimisme que tu vois chez Implid et pour ces entrepreneurs en 2026? Sur quoi on peut vraiment être optimiste, être accroché, le signal faible qui te donne envie et qui te dit il faut quand même qu'on y aille, quoi? Ben nous, on a de la chance, on est une boîte d'hommes. Alors, un grand H, voilà, les femmes et d'hommes, on va dire majoritairement des femmes chez Implid et ça donne une puissance qui est voilà, il suffit d'y croire, il suffit d'avancer, il suffit d'avoir cette raison d'être, d'être aligné avec la raison d'être, les valeurs, et puis d'avoir un projet un peu structuré dans l'exécution. Donc nous, on est comme le chirurgien qui vise un petit peu plus pour avoir une exécution de performance. Mais voilà, on est porté par ça. Et c'est vrai, quand c'est des entreprises qui, par exemple, sont plus des sous-traitants ou font de l'achat-revente, c'est pas tout à fait la même chose. Ça peut être plus compliqué. Nous, on est au cœur du système et puis je vais nous envoyer des fleurs 5 minutes. Je pense qu'on a une promesse de valeur qui est celle attendue du moment. Donc voilà, c'est les investissements d'hier qui n'ont pas forcément été faciles. Voilà, d'avoir rapproché des avocats, des notaires, des commissaires de justice ou anciens initiés, des consultants, des experts comptables, des commissaires aux comptes. Et aujourd'hui, on se voit que cette forme que je n'aime pas de guichet unique, mais on trouve tout au même endroit, il y a une forme de confiance, ça aide à grandir. Avec cette raison d'être qu'on a fait nous aussi avec la Covid, de raison d'être voilà, ça a tout petit peu avant la Covid, mais qui nous a porté après post-Covid de faire grandir. De faire grandir avec, aujourd'hui, on est entreprise à mission depuis 2023, et on fait grandir à la fois en impactant l'entreprise, les clients, les impliders et puis l'écosystème. Je crois que voilà, on est poussé et maintenant il faut que voilà, qu'il n'y a plus qu'à. Super. Vas-y, Laurent, de ton côté, la clé ou les clés pour toi de 2026 de la réussite et puis les signaux d'optimisme qui te portent et te donnent envie de te booster pour 2026. Enfin, dans cette période compliquée, il y a toujours voilà, l'opportunité d'être le meilleur. Donc ça veut dire qu'il faut retrouver, il faut de la confiance. Je reviens à ce que Jean-Loup a dit, c'est beaucoup de confiance et se donner les moyens, en l'occurrence, de réussir. Et pour la confiance, il faut aller chercher dans le collectif, mais le collectif en interne, mais aussi collectif externe, avec ses partenaires, avec ses clients, revenir sur les fondamentaux de cohésion et de collectif. Après, bien évidemment, le cash is king. Le cash is king dans cette période compliquée. Donc, ça veut dire que si on a un beau projet industriel, il faut penser à son projet financier et de faire avancer à la fois le projet financier en parallèle. Donc, s'occuper de la confiance, y compris avec les partenaires financiers. Et puis, bien évidemment, la compétitivité. Et ça a échappé à personne qu'aujourd'hui, il y avait quand même un petit signal faible sur la compétitivité qui est l'IA, et particulièrement sur le digital. J'ai l'impression de revivre 2014, où en fait, quand on parle IA avec tout le monde, on va parler de ChatGPT, IA générative, et peu de gens ont bien perçu l'impact que va avoir l'IA sur l'excellence opérationnelle, ou même sur, ça a été dit dans l'enquête, sur la modification et l'opportunité du modèle économique. Donc il va falloir évangéliser, et pour nous, c'est une véritable opportunité d'accompagner dans cette transformation,
Donc, on parlait de transformation digitale. Donc, le digital est toujours au centre, hein, mais de plus en plus, la data, l'IA au service du digital et de la transformation pour aller chercher de la croissance et de la compétitivité supplémentaire. Donc, beaucoup d'opportunités, mais après, il faut continuer, il faut être les meilleurs. Vous êtes bien représentatif du panel au final. Hein. Pascal, pour conclure, avant que je pense que malheureusement, on est tous dans ce panel Entreprises du futur. C'est une communauté de gens quand même que ça fait un paquet d'années, Alban, avec Laurent, vous travaillez pour qu'on développe ce positivisme partagé. Donc, faut pas être trop surpris d'interroger les entrepreneurs et de leur poser la question en disant, les gars, est-ce que c'est perdu est-ce qu'on reste tranquille au chaud? Bon. Donc, globalement, ça, faut pas se raconter d'histoire, on a un prisme déformant collectif. Donc, il est certain, je pense que je suis pas un grand analyste mathématicien, mais je suis sûr que si on faisait une étude un peu poussée, l'élément assez aussi, je pense, déplaçant, c'est que comme on parle de croissance en incluant croissance organique et croissance externe, par nature, dès que tu achètes une boîte qui fait 50 millions, ça augmente un peu ton chiffre. Voilà. Donc, la plupart des projets, c'est intéressant. Nous, on a toujours essayé de dire, il faut que, alors, le 1 plus 1 égale 11, je l'aime bien, parce que ça fait une équipe. Mais on disait, il faut que 1 plus 1 fasse plus que 2. C'est-à-dire que tu développes effectivement toutes les synergies, les cross-fertilisations, les clients que tu sers d'un côté dans le monde et autres. Et donc, c'est quand même un facteur d'accélération. C'est-à-dire quelqu'un qui fait de la croissance externe a un facteur d'accélération de sa croissance organique. Et en revanche, tu ne peux pas faire de la croissance externe si ta croissance externe ne dégage pas de croissance organique complémentaire. Donc, c'est intéressant parce que quand même, quand on dit une croissance faible de 9%, franchement, toutes les boîtes qui vont faire 9% de croissance organique cette année, je pense qu'on peut tous se lever et faire un clapping, parce que je pense qu'il n'y en aura pas tant que ça. Ça me fait penser aussi aux années où on avait les augmentations de matière, où on disait, en fait, ta croissance, tu fais combien en volume et combien en prix. Bon, c'était déjà très faussé parce que ça s'est complètement inventé. Donc là, je pense que il aurait presque fallu avoir une question sur le pourcentage de croissance organique et le pourcentage de croissance externe qui fausse beaucoup le 71% des sociétés qui... Après, il y a le prisme du développement à l'international. On pense tous que, comme on est quand même dans la communauté d'entreprises du futur, des gens qui ont quand même plus une majorité de chiffres en France, on voit une opportunité plus importante à l'international. Et donc, je rebondis aussi sur ce qu'a dit Laurent tout à l'heure. On a beau dans une SWOT, on voit quand même toujours beaucoup plus les opportunités que les menaces. Et la communauté d'entrepreneurs que tu as, et je vois certains autour ici qui font aussi partie d'autres communautés, comme celle de la French Fab, du Coq Vert et d'autres, on s'automotive. Et c'est pour ça qu'on vient régulièrement à l'entreprise du futur pour partager notre enthousiasme, Alban. Là, il ressort peut-être un peu trop. Il souhaite peut-être faire une petite correction des variations saisonnières. Merci. Je vous propose un mot pour terminer ce podcast. Si vous deviez résumer tous les trois votre cap 2026 en un mot, qu'est-ce que vous diriez? Qui veut commencer? Partage, moi je reste sur sharing is growing. Partage. Accélérer dans la côte, Pascal. Accélérer dans la côte. Un collectif. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci de nous avoir partagé ce bon moment.